jeudi, on s'attend donc à une journée noire avec des mobilisations fortes. Je crois qu'il y a 70% des profs qui seront en grève dans les écoles maternelles et primaires. Il va y avoir le trafic va être interrompu à la SNCF, à la RATP. Il va y avoir des baisses de production d'énergie dans les industries électriques et gazières qui sont à un régime spécial. À l'hôpital, il va y avoir aussi une mobilisation importante, même si les soignants manifestent souvent avec un brassard et en assurant leur poste. Mais donc, bon, voilà, il y a un climat qui est explosif dans les régimes spéciaux, dans la fonction publique. Dans le privé, on a moins de remontées, on ne sait pas trop. Mais il y a aussi, par exemple, le patron du Crédit Mutuel qui, aujourd'hui, disait qu'il était contre la réforme des retraites. Donc, parce que lui, personnellement, il a commencé à travailler très jeune, c'est pour ça, non? Et puis, je crois qu'il était à la CFDT. Donc, d'accord. Voilà. Donc, voilà, il va y avoir du monde dans la rue, ça va être une journée noire. Après, la question est de savoir si ça va tenir, si la contestation va tenir, si les syndicats vont être débordés par leur base, débordés par ce phénomène récent des collectifs. Et puis, la bataille de la rue, elle n'est pas gagnée, hein, parce que il y avait un sondage ce matin qui montrait que les Français étaient convaincus de la nécessité d'une réforme. Les Français ont compris qu'il y avait un allongement de l'espérance de vie, que les régimes de retraite étaient déficitaires sur les 25 prochaines années, que si on ne faisait rien, le régime par répartition était mis en danger. Donc, il y a une forme de résignation, finalement. Depuis le temps qu'on parle de cette réforme des retraites, depuis 2017, mais bon, il y a une forme de résignation. Et donc, on va voir si la contestation va prendre et va tenir. Et bon, les syndicats sont unanimes, donc ils sont tous alignés, mais la stratégie n'est pas complètement arrêté, à savoir si on fait un mouvement pérenne ou si on fait des journées saut de mouton. Certains ont été échaudés par la loi travail en 2015. Il y avait eu 14 journées de manifestation étendues sur plusieurs semaines. Au final, ils n'ont pas gagné. Donc, ils se demandent s'il faut changer de stratégie. Il faut faire... C'était la loi El Khomri ? Oui, tout à fait. D'accord. Qui avait donné lieu d'ailleurs à des violences aussi. Oui, hein. Alors voilà, ça aussi c'est une interrogation. Est-ce qu'il va y avoir irruption de la violence? En 2010, il n'y avait pas de Black Bloc à l'époque. C'est un phénomène qui est plus récent, qui a émergé justement en 2015 avec la réforme, la loi travail El Khomri, puis les Gilets jaunes. Et donc, est-ce que cette inconnue de la violence va être présente? C'est une ligne rouge à ne pas franchir. Ça pourrait décrédibiliser aussi la contestation. Donc, merci. La bataille de la rue, elle n'est pas gagnée. Elle n'est pas gagnée. Alors ça, c'est la bataille de la rue qui peut être protéiforme, il peut y avoir, ça peut être canalisé, ça peut ne pas être canalisé. Puis il y a la bataille au Parlement. Alors la bataille au Parlement, elle est très cadrée, elle, en fait, finalement. Je pose le débat. 50 jours à partir du 6 février, date ô combien symbolique d'ailleurs, 6 février, 50 jours, 20 jours pour l'Assemblée nationale. Si au bout de 20 jours, l'Assemblée nationale n'a pas voté, c'est pas grave, le texte, il part au Sénat. Après, il revient à commission, le Sénat, qui est plutôt favorable aux retraites, puisque c'est une majorité de droite. Après, ça revient à une commission mixte paritaire. Et après, cette commission mixte paritaire qui peut quand même trouver un terrain d'entente, on peut imaginer que ça revienne à l'Assemblée nationale et que ça soit voté, et que dans les 50 jours, tout soit calé. Ça, c'est dans l'absolu. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça, peut-être. Charles, on a des précédents. Ce n'est pas la première fois qu'on réforme les retraites. Il y a 2 précédents qui marquent, qui sont très différents l'un de l'autre. 95, où le texte a été retiré après une paralysie du pays. 2010, où après des manifestations très imposantes et importantes, le texte est passé quand même. Oui, en général. On se rapproche de quelle... la grande question, c'est effectivement, est-ce qu'on rejoue 95 ou pas du tout? Il y a eu...
il y a eu un autre précédent, mais qui n'est pas lié à un mouvement social, mais qui était lié à un projet de réforme en 2006 de Dominique de Villepin, réforme du contrat jeune. Contrat première embauche. Voilà, première embauche. CPE. Exactement, bravo. Ouais. Il a meilleure mémoire que moi. Je ne suis pas si jeune que ça. Donc Mais non, c'est intéressant par rapport à la question qu'on se pose, puisque on voit bien que la préparation politique de cette loi est assez bien faite, et que vous avez décrit le rythme du vote. Il semblerait que cette loi sera votée. Il peut se passer évidemment, il peut y avoir des incidents de séance. La question principale est de savoir si les Républicains vont rester solidaires du projet gouvernemental, mais ça semble être le cas. Il y a une vraie conviction d'Éric Ciotti dans ce sens, et donc il y a un suspense assez faible pour le moment sur ce point-là. Mais on l'a bien vu en 2006, c'est pas parce qu'une loi est votée au Parlement qu'elle est promulguée par le président de la République. Et si la rue réussit à construire une protestation dans la durée, si le mouvement qu'on attend le 19 devient plus fort encore lors des mobilisations ultérieures, et on peut se retrouver dans une situation où finalement cette loi, bien que votée par le Parlement, n'est pas promulguée par le président. Donc je me réfère à cet exemple-là parce qu'effectivement, en revanche, si on regarde les annales des réformes, de la réforme des retraites, eh bien, on voit que jusqu'à maintenant, enfin depuis 1995, les gouvernements ont fait ce qu'ils souhaitaient faire. Enfin, ils ont fait ce qu'ils souhaitaient faire. Ils ont renoncé aussi à un certain nombre d'aspects de leur réforme. Ouais. Par exemple, Nicolas Sarkozy, sur les régimes spéciaux, il a laissé beaucoup de plumes. Mais il a quand même réussi à faire prévaloir l'essentiel de ses projets. Même chose pour la réforme Touraine sous François Hollande. François Hollande, ouais. Voilà. Donc, au fond, la surprise, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas avec Macron, qui se croyait plus malin que tout le monde lors de son premier quinquennat en proposant une réforme systémique. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché, peut-être que on n'a pas eu la fin de l'histoire, puisque le Covid a interrompu le processus de validation de cette loi, ou de promulgation de cette loi. Et là, on est quand même très étonné, parce que c'est quand même une loi assez raisonnable. Et il y a eu la crise du Covid, de même que en 2010, et je m'arrêterai là, je ne veux pas être trop long, mais en 2010, quand Nicolas Sarkozy fait sa réforme, l'opinion la comprend et la soutient, parce qu'ils savent qu'il y a eu la crise de 2008. Ouais. Donc ils comprennent que des efforts doivent être faits collectivement. Là, on pourrait s'attendre à ce que les Français aient la même analyse. Et c'est peut-être d'ailleurs un peu le cas d'une certaine façon. Mais malgré tout, les sondages montrent qu'ils sont contre cette réforme. Donc il y a quelque chose, il y a un problème Macron qu'il faudrait élucider, qu'on va peut-être élucider ensemble. Roland, est-ce que finalement, c'est pas, et Marie-Cécile le soulignait, on ne sait pas trop dans le privé, mais est-ce que ça ne se joue pas dans les rangs de la fonction publique, des agents des services publics? Est-ce que c'est pas là que les forces de résistance principales sont, et que c'est pas là que ça se joue finalement? Ça se joue forcément là, puisque c'est là que les gens sont syndiqués. Donc là où les syndicats ont des forces de mobilisation, c'est évidemment là. À votre question, est-ce que le Parlement est la rue ? Au fond, le Parlement s'est joué. On fait comme s'il y avait un débat, il n'y en a plus. Ouais. Alors, il y aura du bruit au Parlement. À partir du 6 février, ça va cogner, on peut faire confiance à la NUPES et au Rassemblement national pour faire le buzz. On ne s'ennuiera pas, ni au Parlement, ni à ceux qui auront le courage de regarder ces débats. Mais l'issue est probable, plus que probable. Sur les 62 députés du parti Les Républicains, il y en a une bonne cinquantaine qui sont prêts à le voter. Alors, même si la petite quinzaine qui aujourd'hui ne veut pas continue à ne pas vouloir, ça suffit largement à faire une majorité absolue. Le Sénat suivra. Donc, on peut jouer au suspense, mais il n'y en a pas. Alors, il reste cette histoire de la rue. Oui. La rue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les sondages, ça veut dire les grèves, et ça veut dire la mobilisation dans la rue. Et au fond, on a toujours le même scénario. 95, 2010, 2017, 2019, on a le même scénario, sauf que là, la CFDT s'est ajoutée
aux syndicats qui appellent à la mobilisation, et ça n'est pas rien, c'est le premier syndicat de France, notamment dans le privé. Mais enfin, on a chaque fois une première journée de mobilisation avec, nous dit le ministère de l'Intérieur, 800 000 personnes dans l'ensemble de la France, chaque fois le même chiffre. Les syndicats disent corriger en disant 1,5 million à 2 millions. OK, c'est du monde. Rappelons qu'on est un pays de 68 millions d'habitants, dans lequel 51 ont plus de 18 ans. Bon, 1 million, 1,5 million, c'est du monde, mais il faut vraiment être gouvernant pour avoir le sentiment que c'est la France. Bon, c'est comme ça. On ne veut pas énerver trop ce 1,5 million là, et ça risque d'être à peu près la même chose. La nouveauté, c'est que désormais, les services de renseignement font savoir leurs prévisions. Ça, c'est une chose qui n'existait pas avant. Et cette fois-ci, nous avons lu qu'ils prévoyaient cette fois-ci 500 à 700 000 manifestants dans l'ensemble de la France, dont 50 à 80 000 à Paris. C'est des précisions inouïes. C'est formidable, les services de renseignement, s'ils ont raison, on verra ça jeudi. Enfin, ça veut dire à peu près pareil, un peu moins, même, que les fois d'avant. Or, je rappelle qu'en 1995 et en 2019, on a des gouvernements qui, alors qu'ils n'avaient que ça dans la rue, ont renoncé. En 1995, Chirac ramène son projet et laisse tomber, purement et simplement. Et en 2019, moi, j'écoutais Charles Jégu avec toujours un grand intérêt, mais le Covid a bon dos. À la vérité, Macron a laissé tomber. Il a compris que le pays, envisagé comme on le dit là, le pays ne semblait pas vouloir de sa retraite, et il a laissé tomber. Et donc on a des gouvernants qui, devant des manifestations qui ne sont pas aussi spectaculaires qu'on le dit, finissent par se dire c'est trop dangereux de gouverner dans ces conditions, on n'y va pas. Et d'une certaine façon, on peut les comprendre. Parce que la retraite, c'est incroyablement important pour les Français. Je dis pour les Français, on pourrait dire comme tout le monde, non, les Français plus que tous les autres Européens. On a un attachement. Alors, je lis dans beaucoup de journaux des sociologues qui nous expliquent qu'il y a une nouveauté, c'est que les Français sont moins attachés au travail. Et c'est vrai, en partie, depuis le Covid. L'attachement à son travail a encore baissé, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Si vous prenez les sondages de 1946 à 1982, cette longue période, la revendication première des Français, ça a toujours été l'abaissement de l'âge de la retraite. C'est quand même inouï. Alors que la retraite était à 65 ans à cette époque-là. Elle était à 65 ans. Abaissement à 60 ans. C'est ce que Mitterrand a accepté de faire en 82, et depuis, on n'arrête pas de courir après en revenant en arrière. Mais ça veut dire qu'il y a quand même en France un attachement incroyable à la retraite et un attachement au travail qui est moins fort qu'ailleurs et qui est devenu encore moins fort. Donc on comprend que les gouvernants soient un peu inquiets. Sur le papier, au Parlement, ça va. Dans la rue, c'est pas si impressionnant que ça, semble-t-il. Attendons jeudi et attendons surtout les semaines d'après, parce que la difficulté, c'est de tenir. Le calendrier que vous avez rappelé, ça nous emmène jusqu'à fin mars. Arriver à manifester dans des conditions de mobilisation fortes, et si possible de plus en plus fortes, pendant si longtemps, c'est difficile. Mais on comprend qu'un gouvernement puisse être malgré tout inquiet en raison de ce sentiment assez profond des Français. Et puis vous avez eu 3 critères, mais vous avez oublié la violence aussi. J'ai entendu ce qui a été dit avec justesse. Marie-Cécile, oui, tout à fait. Anne, est-ce que le gouvernement est armé pour faire face, justement, le pouvoir exécutif est armé pour faire face à une rue qui pourrait être un peu chahuteuse? Alors déjà, moi je voudrais dire en préambule que je me souviens qu'en 95, puisqu'à l'époque je suivais l'Élysée et donc j'étais à l'Assemblée, et donc Jacques Chirac, et ce plan Juppé, il faut se souvenir que lorsque Juppé avait présenté le plan sur la protection sociale globale, avec un volet retraite, il avait été ovationné par la majorité debout. C'était une ovation et avec un accueil dans les médias très très enthousiaste. C'est pour supprimer les régimes spéciaux, hein. Oui. Enfin, c'est là, entre autres. C'était une réforme globale, très, très charpentée, structurée, et il y avait eu un accueil dans les médias aussi qui était très, très favorable. Pour dire que déjà, il y avait un décalage. La CFDT avait soutenu la partie sécurité sociale. J'allais dire qu'il y avait la CFDT. En plus, il avait une alliée qui était Nicole Notat, qui d'ailleurs
donc de la CFDT, qu'on appelle celle qu'on surnommait la tsarine, et qui avait été désavouée par une partie de sa base. C'est à cette occasion qu'elle s'est fait siffler dans la rue. Oui, elle s'est fait par siffler. Sa propre base. Hein. Donc c'est vrai que c'est pour montrer qu'il y avait déjà à l'époque, et que ça n'a probablement pas changé, voire ça s'est sûrement accentué, un décalage entre ce qui se passe, la perception du Parlement, de la classe politico-médiatique, et la perception du terrain. Bon, parce que c'est vrai puisqu'on revenait sur 95, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait eu c'était les plus grosses manifestations depuis 68. Il y a eu jusqu'à 2 millions de personnes. Puis le pays était bloqué parce qu'il y avait vraiment bloqué la grève, pendant 3 semaines. Alors, concernant les moyens du gouvernement, déjà, je trouve que le gouvernement a été assez... D'abord, il y a ce changement de pied sur la réforme de la retraite qui a été un peu passé sous silence, c'est-à-dire entre la réforme... Ah oui, on a abandonné le systémique. Voilà, le systémique, l'âge pivot... Qui consiste à mettre tous les régimes dans un seul. Personne ne comprenait rien, puis finalement, bon, on passe à un autre régime. Je trouve que dans la pédagogie, le gouvernement n'a pas été au mieux. Et on sent quand même que... Enfin, Macron, qui est assez... D'ailleurs, il lui est au front, mais modérément, il est assez seul, en fait, quand même. Donc, il a des ministres qui montent au front. Il n'a pas vraiment de poids lourd politique, en réalité, qui l'aident. Et je trouve que ça se ressent. Donc, si jamais il y avait des problèmes dans la rue, effectivement, je pense que cette faiblesse politique, ce fait que ceux qui pèsent pensent déjà à l'après et donc obligatoirement ont un soutien un peu nuancé, je pense que ça se rejouerait, on le retrouverait. Mais alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que justement, il n'apparaît pas. Oui. C'est Elisabeth Borne qui apparaît. Le seul poids lourd qui sort un peu du bois, c'est Bruno Le Maire. On ne peut pas considérer qu'Olivier Dussopt soit si connu pour... voilà. Alors, donc vous êtes plutôt assez pessimiste sur la capacité du pouvoir exécutif à pouvoir... Je suis circonspecte. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, justement, pour parler du Parlement, parce que c'est aussi là que ça se joue, même si... effectivement, l'issue est assez probable. Les deux groupes qui se font entendre, que vous avez cités, Roland, la NUPES, mais surtout la France Insoumise d'ailleurs, et puis le Rassemblement National, ils sont tous les deux contre, mais il y en a un qui va tirer plus les marrons du feu que l'autre, peut-être, non, Charles? Est-ce que le Rassemblement National, qui ne veut pas aller dans la rue, lui, finalement n'est pas en meilleure posture que la LFI, qui est en plus encombrée par tous ces problèmes internes? Si, parce qu'en plus, ils sont très en phase avec leur électorat qui est hostile à cette retraite, puisque au fond, avec le départ d'une partie des électeurs du RN qui étaient plus libéraux vers Éric Zemmour, le RN se trouve plus proche d'une base populaire et hostile à des réformes jugées... Partie de l'électorat vient de la gauche, d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, effectivement, c'est une position confortable. Elle n'a pas, en plus, à prouver qu'elle est capable de mobiliser dans la rue. Et elle peut faire jouer la carte du tohu-bohu parlementaire. Donc, il y a un vrai bénéfice immédiat, en tout cas, dans l'hémicycle pour Marine Le Pen. Et c'est vrai que du côté de Mélenchon, on connaît les tensions internes. Les syndicats sont quand même dans une position assez tendue, eux aussi, vis-à-vis de Mélenchon, puisqu'il veut leur voler la vedette et il leur impose un agenda politique qui n'est pas exactement le leur. Je crois que, notamment, les réformistes, Laurent Berger l'a fait savoir, ils n'ont pas du tout envie de se retrouver récupérés par les mélenchonistes. Donc, ça, c'est du point de vue tactique et dans la rue elle-même, on va voir comment ça s'organise. Mais effectivement, je dirais que entre les deux grands partis populistes de droite et de gauche, c'est plutôt le RN qui peut tirer les marrons du feu de la protestation. Mais en même temps, la victoire, elle sera d'abord celle de... Enfin, si le gouvernement fait passer cette réforme, ce sera la victoire du gouvernement contre le RN. Bien sûr. Voilà. On va écouter d'ailleurs quelques-uns des acteurs du débat. Vous allez les retrouver facilement. On commence par Martinez. Le débat à l'Assemblée nationale
et on l'avait vu en 2019-2020, il est en fonction de la mobilisation et des grèves. C'est ça qui donne le ton. C'est ça qui montre que le monde du travail, le large, hein, c'est-à-dire les jeunes, y compris les retraités, refusent cette réforme. La bataille, elle se joue d'abord dans la rue et dans les grèves, dans les entreprises et les services. Et je souhaite qu'il y ait un relais, évidemment, quand la mobilisation est forte. Il y a toujours un relais à l'Assemblée nationale. On a rencontré l'ensemble des forces de la NUPES pour leur donner nos positions syndicales, et je souhaite qu'elles soient reprises, mais je n'en doute pas. Il faut bien un endroit pour débattre. Le problème, là encore, c'est que le gouvernement nous dit vous aurez un temps de débat qui sera extrêmement réduit. Alors, une fois qu'on a épuisé ce temps de débat, eh bien, le texte s'en va au Sénat, et puis on laisse les parlementaires sur leur faim. Un texte peut arriver, un débat peut commencer, on sait comment il commence, mais on ne sait pas comment il se termine. Regardez le nombre de textes qui sont arrivés au Parlement à la fin. Moi, je pense que Emmanuel Macron, si le pays venait à se bloquer, si le Parlement ne pouvait pas faire son rôle, il pourrait, comme sur l'immigration d'ailleurs, peut-être demander l'avis des Français. Anne, ce temps limité au Parlement, c'est parce que c'est un texte financier, hein, c'est ça, hein. Alors là, vous me prenez au dépourvu, on va dire oui. Je vais vous dire oui, de manière rassurée. Le financement de la sécurité sociale, on peut faire jouer ça. Les syndicats, là, ils sont unis pour le moment. Ils jouent aussi une carte qui leur est propre parce qu'ils ont des renouvellements. Et la CGT et la CFDT. Alors la CGT a effectivement un congrès fin mars avec le renouvellement de Martinez. Donc là, la bataille est en cours pour ses successions. Et c'est vrai que finalement, la démocratie sociale n'a pas fonctionné. On a vu tout au long de cette concertation que les positions étaient tellement clivées que le dialogue social n'était pas possible. Donc maintenant, place à la démocratie parlementaire. Mais vous disiez, Roland, tout à l'heure que finalement, il n'y avait pas beaucoup de surprises à attendre, que c'était plié un peu d'avance. Il y a quand même un enjeu, c'est que le texte ne soit pas alourdi de mesures coûteuses. Or, à l'Assemblée, on peut faire confiance aux uns et aux autres pour prêcher pour telle profession, telle corporation, et rajouter des mesures d'accompagnement social. Le gouvernement en a déjà... On a le précédent de 2007, c'est ça, sur les régimes spéciaux de Sarkozy. Finalement, à la sortie, ça coûtait plus cher que... c'est toujours le problème des réformes. Il ne faut pas que les mesures d'accompagnement coûtent plus cher que les économies attendues. Donc là, la réforme des retraites, on attend 17 milliards d'euros d'économies en 2030, du relèvement de l'âge, etc. Mais il y a déjà 4,8 milliards de mesures d'accompagnement sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur toutes ces mesures. Or, le panier va encore s'alourdir probablement lors du débat. Où est-ce qu'il pourrait s'alourdir? On dit que c'est sur la pénibilité qu'il y a beaucoup de flou, là. Oui, alors sur la pénibilité, les débats vont être intenses sur plein de sujets, mais il y a par exemple cette mesure sur les pensions minimum. Vous avez tous entendu parler de ce débat sur est-ce que la mesure concerne uniquement les nouveaux retraités, ce qu'on appelle le flux, ou est-ce qu'elle va s'appliquer aussi à tous ceux qui sont déjà partis en retraite, ce qu'on appelle le stock. C'est pas très joli, mais bon, c'est comme ça, le flux, le stock. Et donc, le gouvernement a dit qu'a priori, ça s'appliquerait... il y a eu du flottement, parce que le président, pendant la campagne, avait dit ça s'appliquera à tout le monde. Et puis ensuite, ils ont fait les calculs, ils ont vu que ça coûtait très cher. Bercy disait à l'époque 3 milliards d'euros, si on comptait le stock aussi, 3 milliards d'euros par an de dépenses. Donc, ils étaient revenus en disant non, ça ne va pas être possible. Et puis finalement, ils reviennent à nouveau. Je pense que ça, la CFDT a beaucoup poussé durant la concertation. Donc, a priori, ça concernerait aussi les gens déjà partis en retraite. Mais cette mesure n'est pas inclue, le chiffrage n'est pas inclus dans les 4,8 milliards de dépenses qu'on nous a annoncées au moment de la présentation du projet. Donc, vous voyez, comme ça, le panier va pouvoir s'alourdir de mesures coûteuses au Parlement. Et donc, l'idée, c'est quand même de tenir pour que cette réforme, les efforts de tous, ne soient pas grignotés, obérés par des concessions données à quelques-uns. Roland? Oui, je crois qu'il ne faut peut-être pas demander plus de courage aux gouvernants, ils ne peuvent en avoir. Il s'agit, si on les suit, de gagner 12 milliards en 2030, qui devraient devenir plus après. Et sur ce point-là, il est arrivé à convaincre plus l'opinion publique que même je n'aurais cru moi-même. Parce que je me disais, après tout, on a pris tellement l'habitude de valser avec les milliards, depuis le quoi qu'il en coûte, que 12 milliards en 2030, que pas tout de suite, si, les gens trouvent que c'est un argument valable.
Mais enfin, il ne faut pas non plus exagérer. On se dit, moi je suis persuadé que la réforme coûtera 4,5 millions ou 5 milliards de plus que les 4,8 millions déjà de plus. Et qu'on se dit, il faut en passer par là, quoi. Ça veut dire que sur tous les sujets à l'ordre du jour, les carrières longues, le destin des femmes dans la retraite, la pénibilité. La pénibilité. Je crois que sur le problème de qui en bénéficie tout de suite, c'est déjà pratiquement réglé. On a déjà accepté de dépenser l'idée, de passer à l'idée qu'on dépenserait pour les gens déjà à la retraite. Mais je pense que sur tout ça, il y aura ce qu'ils appelleront des avancées. Ça fait partie. Le Parlement ne peut pas, devant un pays qui sera en partie bloqué, je ne sais pas si ça marchera bien ou pas très bien, la mobilisation, mais ça suffira pour faire qu'un Parlement digne de ce nom, c'est-à-dire digne de parlementer, acceptera des dépenses supplémentaires. Oui, mais le système de retraite, c'est un système contributif, c'est-à-dire que chacun cotise, certes, pas pour lui-même, on n'est pas en capitalisation, les jeunes paient, les actifs paient les retraites de leurs parents, mais c'est quand même un système contributif. On touche une retraite à hauteur de ce que l'on a cotisé. Or, toutes ces mesures qui sont accordées aujourd'hui le sont à des gens qui n'ont pas cotisé pour. Donc, c'est normal qu'il y ait une part de solidarité. Le système a toujours fonctionné comme ça. Mais voilà, la générosité sur certaines mesures nie la nature contributive du système. Et il faut quand même que chacun s'y retrouve au bout du compte. Est-ce que vous sentez, Anne, que dans le pays, il y a un parfum, justement, de blocage ? Non, non, mais je sens ce qu'observe. Enfin, c'est pas que je sens, c'est que je vois, je lis, j'observe qu'il y a une sorte de fatigue, enfin qui se traduit soit par de la résignation, soit par l'exaspération. Et la fatigue, elle est liée au contexte économique général qui frappe tout le monde. Ouais. Donc c'est sûr que cette réforme qui apparaît comme une manière de demander encore des efforts peut envenimer la situation. Mais on peut aussi avoir une majorité qui se dit on n'a pas le choix. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez parlant, quand même, c'est lorsqu'on regarde la carte des pays qui nous entourent, de l'âge de départ à la retraite dans les c'est pays assez européens. Impressionnant. Hein. La France est quand même... ça confirme ce que Roland disait tout à l'heure. Totalement isolée. Ouais. Donc, et puis ça fait... Tout à l'heure, on disait que ça faisait quelques années, mais en 91, Michel Rocard, il mettait le point, il mettait le... Ça allait faire sauter je ne sais combien de gouvernements. Donc c'est quand même, il y a un moment où il faut faire des réformes. Bon, et là, c'est un peu tard. Et puis c'est vrai que l'autre question qu'on peut se demander, c'est pourquoi ça n'a pas été fait dans les premiers mois du premier quinquennat de Macron. Oui, mais c'est parce que comme toutes les réformes difficiles, c'est toujours à ce moment-là qu'il faut faire les réformes. C'est qu'il y avait de la peur, là. Sûrement. Mais est-ce que les... Oui, Charles. Non, parce que un élément possible d'échec, parce qu'on a le sentiment que politiquement ça peut tenir, et si ça tient, les gens peuvent toujours s'animer beaucoup dans la rue, mais oui. La réforme sera votée. Mais un élément d'échec, et 95, ce que disait Anne sur 95 m'a fait penser à ça. Si ça ne marche pas en 95, c'est parce que Chirac fait le contraire de sa campagne. Ouais. Et donc là, il y a une contradiction très forte. C'était la fracture sociale. Oui, oui. Et voilà, donc il fait... Donc la gauche a pu s'engouffrer dans cette brèche. Et il y a un problème avec Macron, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une vidéo virale en ce moment qui circule, qui est absolument mortelle pour lui. Et vous disiez, il apparaît nulle part. On comprend qu'il apparaisse nulle part. Il dit brillamment pourquoi il ne faut pas faire la réforme qu'il est en train de faire. Donc, il y a toujours... Déjà, il nous a fait le coup avec le nucléaire, mais là, il nous refait le coup avec la réforme des retraites. On va la faire, mais c'est justement le truc que je ne voulais pas faire, parce que j'étais tellement intelligent que... Bon. Donc, il peut y avoir une cristallisation anti-Macron, on sait bien qu'elle existe de toute façon, qui peut prendre le pas sur le sujet des retraites, qui, effectivement, on l'a compris, les Français ont pigé, ont bien compris qu'il fallait faire quelque chose. C'est d'ailleurs la voie que le Rassemblement national, d'ailleurs par la voie de Chenu,
donne tout à l'heure en disant, en gros, si on faisait un référendum, c'est un peu ça. Et on sait que les Français, quand il y a un référendum, ils ne répondent pas à la question. Mais on sait qu'il n'y en aura pas. Mais on sait qu'il n'y en aura pas. On peut toujours dire qu'un référendum, ça serait bien. Il n'y en aura pas. Et on sait très bien que ce n'est pas sur Macron que se braquent aujourd'hui les gens qui sont hostiles à la réforme, c'est sur les retraites. C'est-à-dire que moi, je crois que c'est vraiment le sujet du travail. Moi, je crois que le social, dans cette période, l'emporte sur le politique. Après tout, il n'y a pas que Berger qui ne veut pas être envahi par la NUPES. Martinez non plus. Les syndicats tiennent à leur autonomie. Ils n'ont aucune envie d'apparaître comme les agents des politiques. C'est tout juste s'ils acceptent le contraire. Donc on a là, à mon avis, une période qui est très sociale, qui est très difficile à récupérer par les uns ou par les autres. Et alors c'est ça qui rend les choses difficiles. Et en même temps, mon sentiment, je dois le dire, c'est que ça ne suffira pas. Parce que justement, c'est un mouvement social qui n'est pas relayé par quelque chose de très fort politiquement dans le pays. Et donc, d'après vous, il n'y aura pas de blocage derrière ? Ah, il y aura du blocage, si. Il y a des endroits du pays où on ne pourra pas circuler, on ne pourra pas prendre les transports, on ne pourra pas envoyer ses gosses à l'école, on aura du mal avec le système de santé. Si, ça va être une période de plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, difficile à passer. Mais de là à dire qu'on peut prévoir un blocage qui entraîne le pouvoir dans sa chute, je crois qu'on n'en est pas là.